Je suis avec Maître Aude Tang dans un cabinet d'avocats. Aude, bonjour. Bonjour et bienvenue. Qui nous suit, qui nous aide, qui nous soutient depuis plus de 6 ans, presque, ou 6 ans. On fête quasiment. On est un peu plus de 6 ans. Et Kéros et moi, on te donne énormément de travail. Ça, ce n'est qu'un échantillon, mais... Et les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Est-ce que tu te souviens au début comment ça se passe? Moi, je me souviens très bien. Le 15 avril 2020, je pose ma question, la fameuse question, biaisée politiquement, à Sophie Wilmès. Donc ma question est, par rapport aux décisions que vous prenez maintenant, quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ce genre de décision quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance? Je ne vois pas vraiment la différence qu'il y aura avec un avant, un après Covid. Peut-être qu'il y aura plus de 5G, peut-être aussi qu'on sera beaucoup plus surveillé et que ça rapportera énormément aux multinationales. Voilà, je crois que 10 millions de Belges aimeraient bien avoir une réponse à cette question, et que la question aussi à se poser, c'est pas comment vos services de presse ont réussi à faire entrer un journaliste qui pose des vraies questions, mais pourquoi ces questions ne sont pas débattues démocratiquement. Merci. Peut-être une réponse introductive. Vous venez d'introduire dans cette salle de presse la question biaisée politiquement, ce qui en général n'est pas l'habitude des journalistes. Soit. Oui, qui me répond, vous introduisez dans cette salle la question biaisée politiquement, ce qui n'est pas l'habitude des journalistes. J'avais déjà eu du mal à rentrer à la conférence de presse du Codeco, comme il l'appelait, en plein Covid. Mais après, ce fut impossible, et ils m'ont très vite fait comprendre, parce que je crois qu'il y en a eu une semaine après, ou 2 semaines grand maximum, 2 semaines après, où la journaliste de RTL TVI, Dominique Dumoulin, si je ne me trompe pas, disait aujourd'hui, les journalistes sont filtrés pour éviter les questions complotistes. Il y a des journalistes qui sont filtrés, évidemment, à l'entrée de cette salle pour éviter ce qui s'était passé, non pas la dernière fois, mais la fois avant, où il y avait des questions, disons, de type complotiste, même, qui avaient été posées à la première minute. Juste. Donc tu étais déjà là depuis quelques jours, puisque je t'ai contacté le lendemain ou le surlendemain, sur conseil de mon frère qui te connaissait. Et voilà, tu t'es lancé dans une aventure. À mon avis, tu t'attendais pas à ça. Alors moi, ça c'est ton retour, mais moi j'étais spectatrice aussi devant la télé, et ouais, je dois avouer que j'étais surprise par cette question que j'ai trouvée pour ma part extraordinaire. Je dis tiens, il se passe quelque chose, et non, j'ai directement tilté, et j'étais ravie que ton frère me contacte pour renforcer le mouvement. Et donc ça s'est fait assez naturellement, et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une telle panoplie de procédures par la suite, mais c'est clairement le déclencheur, à mon sens, de tes ennuis judiciaires et autres. Mais donc voilà. C'est la déferlante après. Je pense que entre 8 et 9 mois avant de pouvoir assister à la conférence de presse suivante, avec Alexander De Croo, donc tu t'expliqueras, il y a plein d'envois de mails, on contacte la JP. Je veux dire, c'est des milliers de mails, de tentatives, je veux dire, d'essayer de faire quelque chose de normal, au fait. Et ils parlent de pool à l'époque. Non, vous ne pouvez pas rentrer parce que... ils inventent des règles. Ils inventent des règles. J'apprends même, moi, d'un gardien à l'intérieur, que avant tu pouvais rentrer, parce qu'il y avait un listing après ma question. Oui. Mais avant, tout le monde rentrait, qui pouvait rentrer. Puis il y a eu la carte de presse, qu'on a voulu t'enlever juste après. Il y a eu, les pools, où on se rendait compte que d'autres journalistes ne participaient pas pour autant, mais qu'il n'y avait quand même pas de place pour toi. Ils ont inventé toute une série assez farfelue d'arguments. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé quand même à un moment d'aller en justice pour attaquer cette fois-ci l'État belge. Et donc ça, c'est le premier dossier. Et aujourd'hui, j'aimerais bien examiner assez brièvement, parce que sinon on est parti jusque demain. Tout n'y est pas. Hein. Les dossiers les plus importants qu'on a pu travailler ensemble. Et ça, c'est le premier, évidemment, un dossier essentiel, puisque donc en reparcourant le jugement, donc c'est un jugement du 23 février 2022, je me rends compte qu'on a fait une citation en juillet 2020. Et que malheureusement, le juge, en l'occurrence, a décidé qu'on ne rapportait pas l'existence d'une faute dans le chef de l'État belge. Il faut dire qu'on n'a quand même pas beaucoup de chance. Toi, évidemment, tu crois en la justice. Moi, je dis pas que je n'y crois pas, mais parfois, c'est assez désespérant. Alors, il faut se souvenir de l'audience dans ce dossier. On avait échangé toute une série de courriels officiels avec l'avocat, qui a refusé à la dernière minute de les déposer. Et ces courriels étaient évidemment essentiels
pour déterminer la faute, en l'occurrence aussi. Ouais, il y avait des nouvelles pièces qui... Voilà, et donc, on a peut-être commis une petite erreur stratégique à l'époque, parce qu'on voulait aller vite, et en fait, on aurait dû simplement demander une remise sur cette possibilité de pouvoir déposer ces pièces. Et bon, moi, je tombais un peu des nues, parce que c'était d'office contradictoire, vu que c'était officiel. Il faut savoir que les avocats, quand ils s'écrivent entre eux, c'est par essence confidentiel, mais que de temps à autre, on peut s'écrire de manière officielle, en respectant toute une série de formalités. C'est pas évident pour faire passer du contenu, mais ça peut arriver. Et donc, voilà, on va dire que c'était quand même quelque chose d'inattendu dans le chef de la partie adverse, et je pense que c'est le fait qu'on se soit précipité qui, malheureusement, nous a déboutés. Alors ici, on n'a pas interjeté appel. Je te rappelle aussi que tu avais été condamné vu qu'on succombait aux dépens, et on était sur 3 600 € à l'époque. En gros, on devait payer 3 600 € pour pouvoir continuer. En fait, dès qu'une partie succombe, elle est condamnée automatiquement aux frais. Donc ça s'appelle les dépenses. C'est le calcul hypothétique des honoraires de l'avocat. Et donc ça veut dire que la partie qui gagne est plus ou moins remboursée de ça. Et ici, comme on avait demandé des dommages assez importants, on était de l'ordre de 50 ou 75 000 €. En fait, ça se calcule aussi par rapport à l'enjeu du dossier. Et donc, ici, c'était 3 600 €. À l'époque, il y avait déjà les mêmes difficultés budgétaires. Donc, on s'est dit que si l'État belge ne réclamait pas les dépens, vu que ce n'était pas signifié par huissier, il n'y avait pas de délai d'appel qui court, et que donc, on verrait si on faisait une cagnotte déjà à l'époque ou pas. Mais en tout cas, on s'est dit qu'on avait d'autres chats à fouetter et qu'on se concentrait plutôt sur d'autres choses. Alors, ce qui est essentiel aussi, c'est de savoir que comme ça n'a pas été signifié par la partie adverse, on pourrait hypothétiquement aller en appel sur ce dossier. Et il y a des chances? Moi, je pense que si on produit les courriers officiels qui ont été omis des débats, malheureusement, oui, on avait quand même la chance de... Donc en gros, pour que les gens qui nous suivent comprennent bien, c'est... on attaque, on peut dire, sur le fait qu'on m'a interdit pendant 8 mois les conférences de presse, et qu'en plus, quand je reviens à la première conférence de presse de Alexandre De Croo, ou en tout cas, je sais plus si c'est la première, mais 8-9 mois après, il coupe ma question en plein direct. Il me censure. Ouais. Il y avait plusieurs problèmes à chaque fois, mais dont celle-ci, effectivement. Et donc, nous, on parle clairement de censure. Ça fait plus de 7 mois que je suis interdit de conférence de presse suite à ma question du 15 avril. Alors depuis la mise en place du gouvernement De Croo, j'essaye en vain d'être invité. Ils ne répondent que quand mon avocate envoie des mails. Ce qu'elle a fait le 24 novembre, en envoyant un listing de tous mes mails et en demandant pourquoi j'avais aucune réponse et pourquoi je n'étais pas invité. Alors ils ont directement répondu, ils ont dit « La prochaine conférence de presse se tiendra selon toute vraisemblance ce vendredi 27 novembre. Comme pour les précédentes conférences de presse, vous seriez conviés et les modalités précises seront adressées à tous les journalistes intéressés. » 14h30, je me rends devant la rue du Cal, beaucoup plus tôt. Vu les antécédents, j'y crois pas trop, je crains de ne pas avoir de place. À 16h, je me rends à l'accueil et ils me disent qu'ils n'ont pas encore de liste avec les journalistes invités, qu'il faut revenir vers 17h. La liste des inscrits? Non, pas encore reçu. Normalement, à 17h, on a reçu la liste. 17h30, je leur redemande et, à mon grand étonnement, je ne suis pas sur la liste des journalistes invités. Vous voulez ma carte de Penasse. Je ne vois pas sur la liste. Je me rends compte que les journalistes à l'extérieur ont pourtant reçu un SMS de confirmation, leur stipulant l'heure, le lieu et le fait qu'ils étaient invités. 17h45, des échanges vont s'engager entre mon avocate, l'avocat de l'État, où elle demande les raisons de mon absence. 17h50, moi-même, j'envoie un SMS à la responsable de com de Croo. Et là, ils se retrouvent devant leur contradiction. Parce que j'ai reçu une invitation le 24 novembre, j'ai la preuve que je ne suis pas sur la liste, j'ai une photo du SMS reçu par un journaliste, comme quoi il est invité, SMS que je n'ai pas reçu moi-même. Et donc à 18h12, je reçois une confirmation comme quoi je suis invité à la conférence de presse. Il faut que je rappelle quand même que je suis journaliste accrédité, donc j'ai ma carte de presse et que cette carte de presse me permet de rentrer à une conférence de presse, mais que j'ai besoin, dans ce cas-ci, d'une avocate pour me permettre d'assister aux conférences de presse du gouvernement. 18h50, je suis à l'accueil, je monte ma carte de presse et donc, comme par magie, je suis dans la liste des invités. Et c'est pour ça qu'on a attaqué l'État belge sur base de l'article 25 de la Constitution, en disant que clairement, c'est évident et manifeste qu'il y a eu censure. Et la juge a retenu que ce n'était pas si évident
et que l'État n'avait pas commis de faute. Alors pour ceux qui nous connaissent depuis ce moment-là, hein, on a la preuve que, en tout cas avec Alexander De Croo, c'est une censure, puisque quand il coupe ma question directe, sur la chaîne YouTube du gouvernement, il change le lien avec la censure pour en remettre un autre expurgé de la censure. D'abord, premièrement, il lance le générique pendant ma question sans couper le micro. Allô? Oui, donc Alexandre Penas du journal Kairos. Deuxièmement, ils reviennent sur le plan d'ensemble alors qu'Alexander De Croo est en train de me demander d'accélérer. Monsieur, c'est quoi votre question? Posez votre question. Je la pose. Perte de repères chez les... Et troisièmement, il coupe le micro de façon saccadée alors que j'ai déjà posé une bonne partie de ma question. On peut se projeter dans l'avenir. Étudiant du super privé devant des écrans toute la journée. Alors à ce moment-là, on se pose la question de la régie. Est-ce que la régie est au courant est-ce qu'elle est prête à suivre un ordre de censure? Alors qu'ils ont déjà publié leur conférence de presse dans son intégralité sur le compte YouTube, ils suppriment la vidéo, ils repostent une autre vidéo, et les questions des journalistes n'y sont plus. Il vaut mieux que la vérité n'ait pas existé. Ouais, Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Et d'ailleurs, quand Dominique Dumoulin, 2 semaines après ma question du 15 avril 2020, dit « Aujourd'hui, les journalistes sont filtrés », ça veut dire qu'elle est aussi au courant et qu'il y a un lien entre le gouvernement et les journalistes, pour ceux qui en douteraient. Oui. Je voudrais rajouter que, peut-être parenthèse avant que tu continues sur le dossier, on n'a pas retrouvé beaucoup d'amoureux de la liberté d'expression pendant ces 6 années qui défendent le principe de « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai toujours pour que vous puissiez le dire ». On est plutôt dans le contraire, je me battrai toujours pour que vous ne puissiez pas le dire. Et pour ceux qui sont encore amoureux de cette liberté d'expression, nous soutenir, c'est pas nécessairement soutenir Kairos, être d'accord avec ce qu'on fait, mais c'est soutenir la liberté d'expression qui un jour leur permettra, eux, de s'exprimer quand on voudra les empêcher de s'exprimer. Hein. Je crois que c'est important. Mais tout à fait, ici c'est un débat purement démocratique. Et outre ce que tu viens de citer, enfin moi je pense plutôt à Stéphane Hessel qui disait carrément indignez-vous, parce qu'on voit bien qu'en matière de liberté d'expression, ça devient de pire en pire. Ah oui, en 6 années là c'est... Voilà. Et en France, je pense que c'est encore pire. Le fait de ne pas pouvoir aborder ce qui se passe à Gaza et de parler d'apologie du terrorisme. On voit des députés qui se font convoquer, mettre en garde à vue. On voit beaucoup de gens qui sont condamnés. C'est très très interpellant pour nos libertés fondamentales de manière générale. On voit aussi ce qui se passe en manifestation, parce que quand tu dis que personne ne s'émeut, moi je pense que déjà à l'époque il y avait un mouvement citoyen énorme qu'on tentait en fait de cacher, de réprimer et de cacher, et que donc toutes ces personnes conscientes, mobilisées, le sont, mais ne savent pas comment agir. Alors il faut savoir qu'entre-temps, le shadow banning et la censure sur les réseaux a été plus fort que jamais, et qu'à l'époque, quand on faisait des 5, 6, 700, 800 000 vues sur une vidéo YouTube, maintenant on est à 1000, 2000. Quand je faisais des directs à 6000 personnes, maintenant aussi on a 200, 400, 500 personnes. Et j'étais récemment au festival Nexus, ils disaient la même chose. Donc ils font oui, aussi... c'est pas un scoop, hein. Et c'est intéressant de pouvoir peut-être embrayer sur la deuxième action que tu as diligentée contre YouTube, donc via un autre avocat. Et, on avait pris l'avocat, on peut le citer, hein, c'était Maître Anglebert, qui était un spécialiste, c'est pour ça, je crois que tu nous avais conseillé, un spécialiste du droit des médias. Il y a très peu de spécialistes en somme en Belgique. Malheureusement, quelques mois après, ou peut-être un an, il avait fait un très bon dossier, mais il nous a laissé parce qu'il s'est rendu compte qu'on n'était pas en très bons termes, enfin, avec la RTBF, et que son principal client, c'est la RTBF. Et je pense que c'est quand la RTBF lui a demandé de te poursuivre pour quelque chose qu'il s'est rendu compte de ce conflit d'intérêts. Alors oui, certes, bon, de toute façon, en première instance, ça n'a pas été, malheureusement, mais je pense que donc l'intérêt d'un appel ici, c'est qu'à chaque fois, il y a des choses qui se passent entre-temps. Et donc, dans ce premier dossier, pareil, en fait, quand le comité t'a coupé et censuré clairement, je ne sais même pas si ça a été documenté dans notre quête. Et c'est pour ça qu'il y avait l'intérêt des échanges de courrier officiels qui, eux, relataient tout ça. Mais à la base, si on citait en 2020, voilà. Et ça, c'est évidemment tout l'intérêt d'un appel, puisqu'on va retrouver un juge qui va tout reprendre de A à Z. Et donc, avec l'affaire Google, ce qui est super, c'est que, en fait, YouTube, on se rend compte qu'ils ont été obligés de remettre les chaînes dans le circuit. Et donc, on voit mal comment ils vont justifier cette autre censure. Je peux pas tout dire, mais pour info, il y a un mail que je peux révéler quand même, c'est qu'ils nous ont dit, donc ils ont remis notre chaîne, comme ça, ni vu ni connu, en stummelings, comme on dit en Belgique. Et puis ils disent, bon, c'est bon, maintenant, c'est fini. Pardon.
Ouais, vous avez privé le public du droit d'avoir l'information relative à la chaire de Munich, hein, et maintenant vous remettez notre chaîne, c'est bon, c'est terminé. En plus, ils admettent leur erreur dans le mail, donc voilà, il y a d'autres choses que je peux pas révéler, mais je pense que c'est en bonne voie. En bonne voie. Oui, je pense aussi. Au niveau de Google, et ça ferait jurisprudence. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de initier une action, mais d'aller jusqu'au bout. Donc la première, on la continuera, mais pour l'instant, disons que tu parlais des finances de Keros qui, en 2020, étaient bien meilleures qu'aujourd'hui. Donc maintenant, on le fera uniquement si on a des gens derrière nous qui se rendent compte de l'importance de ce combat, quoi. Mais le but de cette rencontre, c'est ça, c'est aussi de motiver les troupes pour que les personnes réalisent l'ampleur du travail, mais aussi le fait qu'une procédure, c'est pas juste des frais d'avocat, c'est des frais d'huissier, des frais de greffe, beaucoup de travail d'avocat évidemment qu'on ne voit pas, qui reste dans l'ombre, mais... Et parfois des frais injustifiés, hein. On viendra après, je pense qu'il est dedans, l'affaire Katumbi, c'est un peu en dessous dans la... Eh ben, c'est un dossier qui n'est même pas là, ben voilà, mis de côté. Donc on peut le dire. Celui-là, il est de côté. On peut le dire maintenant alors. Bien sûr. Ouais, donc c'est une affaire, c'est une plainte de Katumbi, Lévy et DG, la banque Trust Merchant Bank, je pense. C'est ça. 3 plaintes qui sont les mêmes, mais portées par des personnes différentes. Et mais le même cabinet d'avocats. Pour un article où, certes, il y avait quelques petites erreurs, mais qui nous demande 18 000 €. On perd et on doit payer 18 000 €. Quoi. Alors à la base, je crois qu'ils demandaient bien plus. Hein. Je crois que c'était 25 000 par personne. Ouais, on a réussi à avoir un peu moins. Mais donc on sent que derrière certaines affaires, ils veulent aussi... parce que bon, Katumbi, moi je peux le dire, derrière ça, c'est Clan Renders, il y a toutes des histoires politiques. Bien sûr. Et donc on sent que... Renders n'avait pas attaqué. Non, et Renders n'avait pas attaqué. Et puis ils avaient laissé l'article pendant 6 mois visible. Ils nous avaient même pas demandé de l'enlever. Non. Donc et on l'avait proposé. On dirait qu'ils l'ont fait exprès pour... non, en fait, on veut vous couler. Donc 18 000 €, ça a fait très mal, heureusement. L'autre accusé nous a aidés, mais soit, voilà. Et vous avez été très loyal, parce qu'en fait, on sait bien que c'était un collaborateur externe à Kairos qui avait publié cet article. Ouais. Et voilà. Et on n'a pas vous avez voulu quand même pris la responsabilité, ouais. D'aller jusqu'au bout, et ça, je trouvais ça beau. Voilà, une affaire. Il a participé aussi un petit peu à... Donc, est-ce que comme avocat, tu pourrais dire que quand même, ils instrumentalisent la justice pour tenter de détruire des organisations, des médias, des gens dérangeants? Mais bien sûr, puisqu'en fait, c'est outre la pénibilité, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est énergivore, une procédure. On doit rassembler les preuves, on doit relire, on doit... Et puis ça dure énormément de temps. Ah oui. Donc oui, c'est stressant, une procédure en soi, et encore plus quand on est attaqué. Et donc c'est vrai qu'on va y venir, mais la meilleure défense, c'est l'attaque, ça je le maintiens. Et là, on va peut-être embrayer sur ce qui se passe plus actuellement, à savoir les annulations en cascade et de dernière minute, puisque c'est surtout ça qui nous bloque pour le moment. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faudrait que chacun puisse être convoqué en justice pour fournir des comptes. Et donc, c'est des dossiers très différents, puisque on a l'espace Lumen, on a la commune de Woluwe, on a l'université de Namur. Donc pour rappeler ceux qui sont pas au courant, j'ai fait un film, je suis parti en septembre dans le Donbass, je suis revenu en décembre-janvier, on a monté le film. La première projection de mon documentaire devait avoir lieu à la salle Lumen, qui appartient à la paroisse et qui se situe à Ixelles. Alors on subit certaines pressions politique, mais on ne peut rien dire puisqu'on n'a pas vraiment de preuves. Par contre, on a les preuves de la pression très forte directement dès qu'on publie l'endroit, parce qu'on n'avait pas publié l'endroit, on s'attendait quand même à avoir des pressions, de l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles, en Belgique, et de Promote Ukraine qui était fondée par une certaine Marta Barandi, qui a un bureau au siège des institutions européennes, dont les clés lui ont été remises par Metsola, la présidente du Parlement. Donc, on voit qu'il y a quand même... Ils sont minoritaires. D'ailleurs, on voit qu'ils sont peu suivis, parce que quand elle poste quelque chose, Marta Barandi, elle a 4 likes. Mais politiquement, ils ont énormément de relais
et on le verra après avec la salle et d'influence, avec la salle de Woluwe. En tout cas, il y a eu beaucoup de pression, et on verra plus tard, parce que là, pour XL, on peut pas parler de pression politique pour l'instant, nous n'avons aucune preuve, mais bon, moi j'ai ma petite idée, mais on verra pour Woluwe les relais politiques. Où là, c'est plus clair. C'est beaucoup plus clair. Voilà. Donc la salle est annulée. Heureusement, on arrive à trouver une salle à Wavre qui nous accueille et où on a encore plus que 400 personnes. Et je le rappelle, je suis fier de la manière dont le public accueille le film, puisqu'ils nous font une standing ovation de 3-4 minutes. Donc voilà, pour un film qu'on traite, je rappelle qu'ils ne l'ont pas vu. Très important. Et ça, toutes les censures émanent de gens qui n'ont pas vu le film. Et qui jugent le contenu. Voilà. Donc la salle humaine n'a toujours pas remboursé. Où ça en est maintenant Alors, on a eu une audience d'introduction il y a quelques mois. Donc on avait fait une action au fond. Et dans ces actions-là, on établit souvent un calendrier. Ça signifie que les avocats échangent des conclusions avec toutes les preuves qu'on prépare et puis qu'on plaide. Alors, la partie adverse a soulevé une exception d'incompétence dans ce dossier en disant que vu que c'était locatif, ça devait passer par un juge de paix ou, en tout état de cause, comme il s'agissait de 2 ASBL, ça devrait plutôt être jugé par le tribunal de l'entreprise. Alors, pour moi, c'est dilatoire, mais bon, c'est son droit. Et là, on a dû conclure et plaider sur cette seule et unique question qui est la compétence. Alors, entre-temps, on a essayé de négocier encore. Malheureusement, ça ne donne pas, ça ne porte pas ses fruits. Mais dans ce dossier-là, je préfère encore aller en justice parce que le fait qu'il n'est pas remboursé, pour moi, constitue un problème. À la rigueur, ils auraient remboursé. On aurait pu être sur un autre tableau, mais connaissant la petite structure, enfin, la location vous met à mal. Et ça, évidemment. C'est objectivable et voilà, c'est juste fautif. Puisqu'on a dû louer une autre salle, très belle salle, mais beaucoup plus chère. On a dû prévenir toutes les personnes, ça nous a pris... Le stress, l'équipe mobilisée pendant 2 jours et voilà. Donc ici, c'est en cours, mais de nouveau, on est au tout début, quoi. Donc on a lancé citation... il y a 6 mois, et donc on vient juste plaider la question de la compétence. Je pense qu'ils nous doivent 2500, 3000 euros. Alors à la base, c'était 4005. On a su récupérer les frais de régie, qui étaient distincts, et on est effectivement sur 2500 euros. Mais il faut savoir que pour ce type d'action, en termes d'huissier, on est aussi sur 700 euros pour ne fût-ce que les convoquer, quoi. Donc ça, le travail d'avocat, les audiences, les conclusions là-dessus, les rencontres entre parties... Voilà, c'est un petit dossier, mais significativement... plus petit que Woluwe. Alors, ce qui est plus intéressant avec le dossier de Woluwe, c'est que là, c'est une entité communale, et donc c'est les pouvoirs publics. Et donc, on est beaucoup plus fort sur les principes qui sont la censure et la prise de position. En fait, dans ce dossier, on se rend compte que la commune a esquivé les règles légales pour tenter de faire annuler l'événement, par l'intermédiaire de l'exploitant de salle et en se frottant les mains, pensant que ça pourrait suffire. On est au 19 mars 2026. C'est ça. Le film doit passer à 20h au cinéma de Stockel. Et 2 heures avant. 2 heures avant, l'exploitant de salle vous contacte pour dire que malheureusement, il subit une pression incommensurable. Il nous contacte même la veille. Voilà. En fait, 2 heures avant, il nous dit que c'est annulé. Bien malgré lui, il nous contacte la veille en nous disant « Je subis des pressions incroyables de partout. Est-ce que vous pourriez m'envoyer le film pour que je le voie parce que je comprends pas ?» Donc, je lui envoie le film. Et 1 heure après, il me rappelle, il dit « Je vois pas ce qu'il y a. Ça m'a ému ce film, il me dit. » Et donc, il dit « C'est bon, je le passe. » La veille. Mais il dit à mon collègue « J'ai vécu, Serge, pour le nommer, j'ai vécu la pire journée de mon existence. » Il faut savoir que c'est un descendant de la Nakba, de son père, que la salle ne lui appartient pas, mais il loue à la commune en fait. Ouais, il a tout fait dans cette salle, c'est sa salle, sa salle entre guillemets, il est libre, et que je crois que c'est la première fois que ça lui arrive. Il faut quand même rappeler
Le motif de motivation. Enfin, Ouais, on va le dire, ouais, tu le diras. Parce que là, c'est pas la même chose que la salle Lumen, où il ne parle pas de... parce que c'est toujours un argument dont il faudrait qu'on parle, parce qu'il est très important. La question de aussi trouble à l'ordre public. Et donc, il trouve rien. Et continue, vas-y. Mais donc, l'espace Lumen, c'était plus... ça ne respecte pas notre philosophie... vous dénigrez l'Ukraine et hors de question de diffuser ça. Tout en étant quand même assez dans la lettre qu'on a vue, assez très dénigrant par rapport à nous. Ah oui, complètement. Je pense qu'il nous insulte plus ou moins. Oui, enfin, en tout cas, il vous dénigre très clairement. L'argument de Olé est fantastique parce que j'ai eu l'impression que j'avais fait un film pornographique, puisque c'est avec ça qu'ils viennent à un moment donné. Hein. Ça, c'est la commune de Woluwe. Ça, c'est la commune de Woluwe, ouais. Donc ça, c'est assez formidable, effectivement. Donc ils ont une clause liant l'exploitant et la commune, et ils l'invoquent en disant qu'il ne peut pas diffuser du contenu à caractère pornographique. Ou aller contre les bonnes mœurs. Contraire aux bonnes mœurs, ou atteinte à l'ordre public. Et donc ici, en fait, ce qui se passe dans ce dossier, c'est qu'ils auraient dû, eux, prendre un arrêté du bourgmestre pour annuler. Ça, c'est la légalité. Et on aurait pu attaquer cet arrêté le cas échéant. Et en fait, eux se sont cru très malins en faisant en sorte que ce soit l'exploitant, sous la contrainte, clairement. Qu'ils ne reconnaissent pas. Qui ne veulent pas reconnaître, ou qu'ils essayent de défendre parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire de plus concret. Donc ils n'ont pas le courage, ça c'est moi qui dis, hein. C'est pas l'avocat, mais ils n'ont pas le courage d'assumer leur censure, leur interdiction. Hein, imaginons que ce serait vraiment un film qui va contre les bonnes mœurs et où est le problème de l'interdire? Mais là, ils n'ont pas le courage, donc ils font pression sur le locataire de la salle pour qu'il nous l'interdise. Et la suite, c'est ce qu'ils ont dit. Ah non, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Voilà. C'est la décision du locataire, de l'exploitant. Ce qui est quand même formidable. Et de toute façon, on voit bien à travers les courriers qu'on n'est pas du tout là-dedans. Il faut savoir que j'avais aussi contacté la commune bien avant, en me disant, tiens, est-ce qu'il y aurait un souci? Est-ce que vous voulez voir le film? Est-ce qu'on pourrait avancer? Pas de réponse. Si ce n'est après, où je les mets en demeure de réviser, reconsidérer leur point de vue, sous peine d'une action. Alors ici, dans ce dossier, on a directement fait une action en référé, estimant que c'était assez grave, parce qu'on n'a pas parlé encore de la publication de Monsieur d'Allemagne, qui te dépeint complètement dans un poste. Échevin de la commune. Très copain avec Madame Martha Barandi, et qui va souvent en Ukraine. Voilà. Très souvent. Bon, je n'en sais pas plus. En tout cas, dans ce dossier, il y a vraiment une publication qui ne prête pas confusion, qui insinue que tu aurais filmé des faux cimetières. Voilà. Alors qu'il n'y a pas de vue de cimetière dans mon film, donc il ne l'a même pas vu, on le sait. Et on ne sait pas si c'est d'extrême gauche, d'extrême droite, Ils doivent se mettre d'accord entre eux. En tout cas, on est clairement devant un poste problématique et on demandait évidemment au tribunal d'aussi l'inviter à le supprimer au plus vite. Donc l'Échevin d'Allemagne publie sur sa page Facebook un post se félicitant de l'annulation, sous lequel il y aura énormément de commentaires, dont, on l'a analysé un peu par ailleurs, 75% au moins sont favorables à nous-mêmes, à la liberté d'expression. À côté de ça, il y a M. Verheyden qui signe les décisions de la commune. Le bourgmestre faisant fonction. Et qui est repris dans tous les médias relayés par l'agence Belga le lendemain. Et qui se félicite aussi, en 2 mots, de l'annulation, estimant que la commune... Donc il faut préciser, parce qu'on voit le lien entre politique, médias. Belga fait un communiqué de presse qui est repris par tous les médias. La Dernière Heure, L'Avenir... Bruxelles 1, je sais plus, plusieurs, Bruxelles 5. Today, Bruxelles 1. Et c'est le même. DH. Ouais. Aucun ne m'appelle, aucun ne t'appelle, aucun ne va voir l'exploitant de la salle. C'est ça. Ils font du copier-coller comme ils ont l'habitude de faire. Exactement. Ça ne change rien. Évidemment, l'AJP. Alors, il faut savoir qu'on a droit. Ça s'appelle le droit de réponse. Je leur écris à chacun pour leur demander de publier un texte au nom de Kairos. Ils refusent tous ou ils ne répondent pas. Et du coup, on est obligé de saisir le CDJ pour formuler une plainte où on sait que, in fine, ce ne sera pas une décision contraignante, que ça mettra aussi du temps et que souvent, Kairos n'a pas abouti
parce que je pense qu'il y a un certain penchant dans le la composition du jury. Oui, tout à fait, la composition du CDJ, on a compris. Voilà. Ici, on a quand même optimalisé cette procédure en penchant vers une médiation avec les autres médias, puisque tout ce qu'on réclamait finalement, c'était la diffusion de ce droit de réponse qu'on a finalement obtenu. Et donc, c'est pas des démarches vaines, mais à nouveau, c'est de l'énergie, c'est nouveau... faire 5 plaintes distinctes en respectant tout un tas de formalités, répondre, est-ce qu'il faut des ajouts, est-ce qu'on est d'accord avec ci ou pas. Alors il faut le préciser, hein, parce que quand je t'entends, alors que dans un monde décent, normal, ce film serait passé tout simplement. Bien sûr. Alors je dis pas les avocats servent à quelque chose, mais là on dirait presque ils donnent du travail qui dans une société normale où on peut débattre n'aurait pas eu lieu d'être. Et c'est un peu comme les policiers qui vont surveiller Dieudonné pour rien pendant que des gosses se font violer ou tuer. C'est la raison principale pour laquelle il faut s'inquiéter et surtout ne pas laisser faire. Parce que pour moi c'est des signaux alarmants et c'est justement si on ne réagit pas qu'il y a un souci. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai confiance quand même dans la juridiction, parce que voilà, quand il y a des dossiers qui sont bien travaillés, bien étayés, il n'y a pas de raison que la justice déboute. Mais donc là, on fait un référé, c'est-à-dire... Donc on a fait un référé qu'on a malheureusement perdu. Un référé, il faut préciser, c'est une procédure d'urgence. Voilà. Pour se prononcer uniquement sur l'interdiction et que ça ne se reproduise plus. Alors, nous, on a plusieurs choses dans cette action-là. C'était principalement effacer la publication d'Allemagne et alors aussi d'inviter la commune à ne plus reproduire ce type de comportement. J'ai envie de préciser encore, effacer on est totalement pour la liberté d'expression. On a demandé de l'effacer parce qu'on nous interdit de passer le film. Hein. Si on avait pu passer le film, il publie ce qu'il veut. Mais là, il se vante en tant qu'échevin, donc en tant que représentant politique élu, de l'interdiction d'un film et de sa censure. Donc c'est là qu'on demande, parce que les gens vont dire vous êtes pour la liberté d'expression, mais vous censurez. Sans agir légalement, puisque ils auraient dû prendre un arrêté s'ils voulaient vraiment conforter leur point de vue et leur position. Non, en disant aussi que je suis dangereux pour l'État belge, des choses comme ça. Hein. Ah oui, mais là, on a eu de succulentes conclusions avec un dossier de pièces de plusieurs centaines de pages qu'il a aussi fallu éplucher. Et oui, qui partait dans tous les sens. Et ce qui est fou, c'est que le juge a quand même fini par considérer que, Queiroz a quand même un profil un peu particulier qui justifierait que M. d'Allemagne puisse parler de la sorte sur son réseau social. Et ça, c'est aussi totalement scandaleux. Donc ici, on demandait plusieurs choses au tribunal, qui a estimé qu'il n'y avait pas urgence, qu'on pouvait recourir à une procédure ordinaire, alors qu'on sait très bien qu'à Bruxelles, pour ce type d'action où on veut faire supprimer un poste, si on part au fond, on est parti pour 1 an, 2 ans, 3 ans minimum, sous réserve d'appel. Et donc ici, j'aimerais beaucoup attaquer cette ordonnance, mais à nouveau, il faut réfléchir au fond, parce que quand on succombe, là, on est sur 1880 €. Et justement, ta procédure en référé avait du sens, puisque entre-temps, ils ont tenté de nous interdire en France à Soissons, ils nous ont interdit à Namur. C'est pour ça qu'on avait mobilisé les ressources là-dessus, parce que ça devait être une décision bouclier, en principe, avec ce qu'on invoquait. Et moi, j'ai vraiment du mal à digérer cette décision, et je pense qu'il faut faire appel. Maintenant, le seul risque, c'est de reperdre en appel et de devoir à nouveau payer 1800 €. Mais sinon, les frais de citation dû être payés. On était aussi sur 800-900 € parce qu'il y avait 3 parties. Les conclusions sont faites. On va dire, en appel, on va rajouter 2-3 petits éléments. Ce serait une question de temps, mais pas de travail. Et donc oui, moi ça me reste quand même un petit peu en travers de la gorge. Oui, surtout que la preuve, c'est que ça continue à être interdit. Voilà, mais d'autant plus qu'ici, il faudrait aussi envisager une action au fond où on a d'office beaucoup plus de chance, parce qu'il faut savoir qu'en référé, il faut des apparences de droit, il faut l'urgence, le démontrer, et que c'est pas non plus une procédure qui est si simple. Ici, j'avais quand même bon espoir que vis-à-vis du poste de Monsieur d'Allemagne, on ne privilégie pas la liberté d'expression à ce moment-là, ce qui a été fait. Moi, je trouve qu'en tant que personnage public, c'est plus grave encore de prendre de telles positions. Et de toute façon, ici, il faut une action au fond. Et ça, on va la faire, quoi qu'il en soit. Le pire, c'est pas le pire, mais on dirait qu'il y a un gouffre entre ce que les gens pensent quand on voit les publications sous le poste d'Allemagne et les décisions de la justice. Comme si la justice était, un peu comme les politiciens de manière générale, tellement loin des préoccupations de la population, tu vois.
Parce que les gens en dessous du poste de Dallemange s'indignent de son poste et de l'interdiction dont il se vante, tu vois? Oui, mais moi j'ai en fait une autre optique parce que si on l'avait emporté, ils auraient été en appel. Oui. Et donc, voilà, tout ne se fait pas devant un seul juge pour moi. C'est un débat contradictoire, mais un débat qui est pris, mais qui doit être fait, quoi. Et donc les solutions judiciaires sont évidemment éminemment différentes tout le temps. Et c'est comme ça aussi qu'on fait avancer les choses. C'est le jeu. Mais ici, on aurait peut-être dû faire l'action au fond en même temps que l'action référée, pour bien prouver à la juge que ce qu'on lui demandait, c'était pas la même chose. Et c'est un peu ce qu'elle a amalgamé dans sa décision, je trouve. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup, si la cagnotte fonctionne, reprendre ce dossier et faire les deux actions, parce que ça me frustre. Tout en sachant que tout le travail a été fait, que les 1 800 € ont dû être payés, et que c'est un dossier qui, selon moi, mérite vraiment une attention particulière. Et j'ai pas dit que Google nous a coûté plus de 25 000 €. Hein, Bon, on avait fait un crowdfunding, on avait eu 20 000 à l'époque, mais ça nous a coûté plus de 25, bien plus de 25. Ah oui, donc mais par action, on ne se rend pas compte. Alors, et en face de nous, on a Google qui, lui, 25, bon, il paye beaucoup plus cher, mais même s'il paye 200, 300 000, je veux dire. Mais regarde ici, c'est quand même des fonds publics, c'est la commune. Donc, ah oui, la commune, pour se défendre, c'est avec votre argent, les amis. Donc l'égalité des armes, c'est clair. Ensemble, ça je vois. Alors attention, par contre, on peut rien dire. On arrive... attends, je voulais juste aussi aborder l'université de Namur, où on a eu la même blague. Donc, jour même. Le jour même, l'université de Namur, qui nous louait une des salles, nous prévient que, étant donné que le film ne respecte pas, ils ne l'ont pas vu, ne respecte pas les valeurs de l'université, qui avait ouvert son année 2025-2026 sur la démocratie, nous dit que ça ne respecte pas, donc on ne pourra pas passer le film là-bas. C'est fantastique. Alors, donc on avait 200 personnes, je crois, qui ont été privées du film. De nouveau, l'action est prête. On change les noms, on change les dates, on y va. Mais voilà, il faut citer la partie adverse. Et tout ça demande, outre de l'énergie, de l'argent. Alors voilà, c'était juste une parenthèse, mais c'est des actions importantes qui, en fait, sont susceptibles de se multiplier encore à l'avenir. Faut pas être dupe. Alors, pour ceux qui pensaient encore, ça c'est moi qui dis, c'est pas toi, que les syndicats étaient là pour servir le bien commun, eh ben on a le dossier Ensemble, quand même, le journal Ensemble qui appartient, qui appartient au syndicat. C'est la CSC, je me trompe pas. Je vais pas dire de bêtises. À vérifier. On mettra un petit truc. Mais en tout cas, c'est syndical. Là, ils ont fait un beau boulot. C'est un ancien qui était dans le conseil d'administration de Kairos, qui est parti et qui a fait un dossier de je sais plus combien de pages, une cinquantaine. Même plus, je pense. Même plus. J'ai tapé, parce que je vois que le nom Penasse revenait tout le temps, et donc je crois qu'il cite 163 fois le nom Penasse. Ça m'étonnerait pas. De manière assez dénigrante aussi. Et il y a 2 dossiers. Oui, il y a 2 dossiers, et donc voilà, c'est encore une affaire qui prend du temps. Oui, donc là, on s'est constitué partie civile aussi. En fait, la justice a voulu un petit peu considérer que l'enquête avait été bien faite. J'ai contesté cette position en disant qu'il y avait encore beaucoup de devoirs complémentaires qui devaient être faits dans ce dossier, chose qui a été acceptée lors de la dernière audience. Donc ça met effectivement un certain temps, mais ce qui est chouette dans une constitution de partie civile, c'est que le juge d'instruction doit mener l'enquête à charge et à décharge. Et que donc, toute l'évolution qui se fait pendant l'instruction est évidemment super intéressante. On ne peut pas faire ça au civil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier d'Ensemble, il est très efficace pour le pouvoir, très utile. Ah oui, bien sûr. Parce que quand on tape Kairos sur le moteur de recherche Google, donc il est très bien référencé, on tombe là-dessus en premier. Mais dans le dossier d'Olivier, il est repris. Il est repris, donc ils se nourrissent entre eux. Bien sûr. Donc la RTB va dire regardez le dossier d'Ensemble, alors même s'ils s'entendent pas, Ensemble va dire regardez le dossier de l'RTBF, l'AJP va reprendre le dossier d'Ensemble, et donc comme si c'était vraiment un élément de preuve factuel, voilà, il se constitue comme quoi Kairos est un torchon, comme aurait dit le député Marois qu'on n'a pas pu attaquer non plus. Qu'on n'a pas pu attaquer non plus. Donc il y avait une immunité, c'était juste avant de nous priver de nos subsides, il faut préciser que le député de la Communauté française interpelle la ministre des Médias, Linard, Bénédicte, de son prénom, et lui dit « Je suis outré que des fonds publics puissent servir à financer un tel torchon. » Il dit quoi, là ? Un tel torchon. Madame la ministre, selon mes informations, Kairos
ferait partie des bénéficiaires, ce qui ne manque pas de m'étonner. J'invite en effet chacun à parcourir leur site internet, leurs publications que l'on peut trouver en librairie et plus encore sans doute leur compte sur les réseaux sociaux. J'ai devant moi la page de leur compte Facebook. Eh bien merci Monsieur Marois, nous aussi nous invitons tout le monde à parcourir nos publications et notre site internet. J'ai le plus profond respect, j'imagine qu'on me croit sur parole, le plus profond rattachement à la liberté de la presse. Mais je vous le dis comme je le pense, je suis outré que des fonds publics puissent servir à financer un tel torchon. Donc, un ancien RTBF, comment rappelle-moi son prénom, journaliste Monsieur Marois. Monsieur Marois, voilà. Son nom. Ouais. Monsieur Marois, Olivier, je pense, c'est ça. dit, mais comment vous pouvez donner autant d'argent, c'était 70 000 €, à un tel torchon Et quelques semaines après, nous n'aurons plus les subsides. Vu que l'AAJP, qui est l'organisme qui chapeaute le CDJ, voilà pourquoi le CDJ ne fera jamais rien pour nous, en tout cas pour l'instant, vu sa constitution, nous prive, puisque nous refuse notre candidature comme éditeur, nous prive de manière scandaleuse de subsides. Mais il y a la police aussi, tu peux parler de la police. Attends, parce que là tu étais sur une autre problématique qu'on va aussi aborder. Qui n'est pas moindre. Hein. Donc effectivement, il y a eu un certain acharnement à ton encontre suite au Covid et tes interventions au comité. Là, on t'a enlevé ta carte de presse. Il faut savoir que ça a mis des années aussi de procédures particulières au sein des instances déontologiques. Donc on peut le rappeler, hein, ils avaient en fait considéré que tu ne percevais pas assez. Il y a une année où j'ai eu un autre boulot, donc je n'ai pas été payé par Kairos. Oui. J'aurais dû avoir un double salaire, c'est ce que j'ai dit. Et donc ils voient ça, la carte de presse, pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas, elle est valable 5 ans. Au bout des 5 années, il faut une petite analyse, enquête. Moi, ils ont été un peu plus loin. J'ai été honnête, j'ai dit ce que j'avais gagné. Il fait, cette année-là, vous avez gagné beaucoup moins. Je fais, oui, j'avais un autre travail, mais je continuais à travailler pour Kairos. Regardez mes publications, regardez tout. Je crois qu'ils avaient bien fouillé. Hein. Oui, ils avaient bien fouillé. Et là, ils disent, non, désolé, vous n'avez pas été journaliste en 2018, ça n'a pas été votre activité principale, donc vous n'aurez pas la carte de presse. Alors, il faut savoir que la loi prévoit 2 conditions cumulatives, donc c'est la rémunération et l'activité principale. Et donc, eux ont eu tendance à dire que ton activité était du coup accessoire et que du coup, tu n'avais pas droit au titre. C'est ça qui s'est passé. C'est ça. Rappelle aussi que c'était un poste de directeur qui avait été écarté, on ne savait pas pour combien de temps, et que vraiment par pure décence, tu as dit, non, si j'ai une rémunération extérieure... C'était mon ancienne équipe, ouais. Je vois pas pourquoi je demanderais un double salaire à Kairos. Mais ça s'est clairement retourné contre toi. Mais... Donc le premier argument, c'était que c'était pas mon activité principale. On a redemandé la carte de presse, et là ils ont dit que Kairos n'était pas un média généraliste. Oui. Non, mais ça c'était dans l'échange des conclusions et tout ça. Enfin, il y a eu cette question qui a été soulevée, et on a dû aussi conclure là-dessus. Ouais. Et c'était d'ailleurs très intéressant de retourner dans les travaux préparatoires de cette loi pour démontrer que justement c'était pas le cas et que tu étais bien un média d'information générale. Et donc c'était une instance d'appel aussi présidée par un magistrat. Et donc là, on a pu aussi faire du droit parce que finalement, devant les instances et antennes, CDJ, AJP, etc., on se retrouve devant des personnes qui souvent ont un conflit d'intérêts, on doit faire des récusations, enfin voilà, c'est jamais simple. En tout cas, là, tu sens en tout cas, je sens une ambiance, un contexte d'animosité quand je rentre dans cette pièce. Oui, je pense qu'il s'en cache même pas. Il y a un journaliste de la RTBF à l'époque, je ne le citerai pas, je me souviens plus de son prénom, c'était, je pense, pour la carte de presse, qui dit « J'ai parcouru votre site hier, ça m'a donné la nausée », je pense qu'il avait dit. Je lui avais répondu « J'ai la même chose quand je regarde un JT de la RTBF ». Bah oui, écoute. Alors, donc, carte de presse récupérée, ils inventent une autre condition qui est l'adhésion en tant que membre de l'AADJ. Qui, elle, va te la refuser bien gentiment, sans recours possible et sans motivation. Ouais. Donc, donc ça, c'est pour, c'est l'aide à la presse périodique. Oui.
Donc à l'époque, ne voyant pas venir le document qui vient chaque année, j'interpelle la ministre qui me dit non, le document va bien arriver, mais nous allons le revoir à l'aune de la liberté d'expression et du complotisme. Je sais plus ce qu'elle dit, un truc comme ça. Je dis ça sent mauvais. Donc je le sais, ils étaient en train d'essayer de trouver quelque chose pour nous évincer. Et donc voilà, ils ont trouvé, c'est-à-dire que ils nous ont dit dorénavant vous devez être membre de l'autorité de l'autorégulation de la déontologie journalistique, ADJ. Je dis évidemment, comme éditeur, on va demander d'être membre. Hein. Et donc la ADJ refuse notre adhésion, sans possibilité de recours et sans avoir à se justifier. La ministre sur ce écrit « Désolé, monsieur Penas, vous n'aurez plus de droit au subside puisque la ADJ a refusé votre adhésion. » Tout simplement. Et ça, en fait, tout le monde, surtout les presses libres, Médor, Imagine, auraient dû s'en offusquer. Ouais. Mais dès qu'ils nous ont privés des 65 000 € qu'on avait à l'époque, l'enveloppe est montée à 85, et plutôt qu'à devoir se justifier chaque année, c'était tous les 3 ans. Quel hasard, quel hasard. Et il y a Médor donc qui était là. Et il faut savoir, je précise quand même qu'à l'époque, les seuls journalistes, les seules structures officielles qui pouvaient bénéficier de la presse périodique, c'était les SBL. Étant donné que Médor était une coopérative, elle ne pouvait pas avoir droit. Mais ça aussi, ils ont changé. Ça, Bénédicte Linard a changé. Donc, quand ils veulent changer, voilà. Et voilà. Et donc ça, c'est un scandale dont tout le monde aurait dû s'offusquer parce que c'est l'argent public. Il y a des gens qui suivent Kéros qui auraient bien aimé qu'on continue à toucher les 65 000 €. C'est surtout la principale cause de votre difficulté et selon moi, le dossier le plus important. Après 5 ans, en fait, ils nous doivent entre 300 et 400 000 €. Si on y arrive. Mais effectivement, là, il y a eu un manque évident à gagner. Et pour moi, même si la ADJ autodéfinit ses propres règles, en justice, je pense qu'on pourrait aussi plaider qu'il s'agit d'un certain abus quand on voit l'historique. Donc, mais ça, c'est nouveau du droit administratif, c'est des questions beaucoup plus complexes, et c'est pour ça que ce dossier est là, et que j'aimerais bien me faire accompagner par d'éminents spécialistes en droit administratif qui font que ça. Parce que je pense qu'il faudrait même aller devant le Conseil d'État aussi à un moment pour défendre mais pour moi, les décisions de refus. Pour moi, c'est le dossier... c'est un des dossiers les plus flagrants de volonté de nous voir disparaître et de nuire. Bien sûr. Parce qu'il est tellement, il trouvait rien, c'est tellement bon, on va trouver un truc pour qu'ils puissent plus toucher l'argent qu'ils ont le droit de toucher et disparaître. Et ce qui est beau, c'est que vous êtes là. On est toujours là, ouais. Et ça parce que ça c'était en 2021, donc ça fait 6 ans. Souviens-toi qu'on a aussi été le médiateur à l'époque. On était devant le médiateur qui nous a dit que la décision de la ministre était normale. Pas tout à fait comme ça, hein. Il a essayé de creuser, de voir, mais oui, après, il s'est vite couché, on va dire, malheureusement. Et ça a aussi mis un certain temps, malheureusement, précieux. Mais donc ici, pour moi, ça c'est vraiment le dossier essentiel qu'il faudrait mettre en haut de la pile. Avant tout le reste, et je pense qu'il y a des moyens d'attaquer plusieurs décisions, plusieurs entités au final, mais ça c'est pas quelque chose que je me sens à même de faire seule, ça je l'ai déjà dit très clairement, mais ça me frustre davantage parce que c'est un dossier qui reste là dans la pile et que j'aimerais vraiment pouvoir exploiter au plus vite. J'ai envie de dire, même si on perd ce genre de procédure, au moins on aurait essayé. L'enjeu est tellement significatif qu'on ne peut pas... et malheureusement, je pense que la plupart des autres médias, les périodiques qui recevaient la presse périodique, se sont félicités qu'on disparaisse. J'ai la preuve d'un mail de Médor, dont une personne qui travaille là avait répondu... Quand on demandait de l'aide, nous ne soutenons pas des médias qui se victimisent des médias complotistes dont le rédac-chef se victimise en conférence de presse. Ça, c'est Médor qui avait dit. Je suis responsable de me dire, mais on a la preuve par mail. Donc, on a des changements de position aussi avec une journaliste qui t'a écrit. Oui, ça c'est. On s'est signalé que plusieurs années après, elle se rendait compte en fait. Elle était toute jeune journaliste. Et l'erreur d'appréciation qu'elle avait commise, voilà. Elle est tombée sur des rédactions. Elle est tombée sur moi en manifestation et c'est toujours assez tendu, donc j'ai peut-être été un peu sec. Et puis elle est rentrée et les journalistes, ça devait être RTL ou peut-être une autre, peut-être RTBF, ont vu là dans son bizutage. Elle a rencontré Penas et n'ont dit que du mal sur moi et elle comprenait pas trop, mais elle les suivait. Et maintenant, elle a quitté le métier de journaliste. Elle se rend compte à quel point elle était utile à Sophie Wilmès, c'est ce qu'elle met dans son texte, et à quel point elle le regrette. Une ex-journaliste repentie, elle signe
C'est peut-être intéressant d'embrayer sur la constitution de partie civile de l'RTBF à ton encontre, où là tu avais osé critiquer en fait les services internes, le mal-être qui semble assez important au sein du personnel de la RTBF et du fameux suicide de Alain Drémière. Voilà. Ouais, j'ai écrit il y aura encore des morts à la RTBF. T'avais fait une interview. Alors je m'en réjouis pas du tout. Je rigole parce que c'est provoquant, mais c'est la vérité. En fait, la souffrance au sein de la RTBF, parce que je sais des gens qui y sont. D'abord, la souffrance et la censure sont énormes. Maintenant, c'est plus Philippot, il était remplacé. C'est en cours. C'est encore lui, mais il va être remplacé, ouais, c'est ça. C'est ça. Il porte plainte contre moi avec Jacquemin pour harcèlement, c'est fantastique. Ouais, calomnie. Calomnie, harcèlement, alors que la RTBF m'a traité de complotiste. Mais bon, nouveau à l'instruction, donc on peut pas s'attarder là-dessus. On peut pas rester trop là-dessus. En tout cas, voilà, on a aussi demandé des devoirs complémentaires. On peut rien dire de plus. On verra ce qu'il en est. Et si Philippot et Jacquemin regardent, je leur fais un petit coucou. Alors, une autre constitution de partie civile contre la police qu'on avait commentée la dernière fois en sortant de l'audience. Donc ici, conclusion en appel. Il y a deux choses avec la police, hein. Oui, donc c'est ça. C'est le gazage, ça, ou c'est... Alors, le gazage, c'est bien la constitution de partie civile. Donc, janvier 2021, voilà. J'ai été... Non, c'est 2021, non, volontairement... 2022. Ouais. Février 2022. Ouais, la grande manifestation. Un policier m'a volontairement gazé, avec, pour moi, volonté de nuire, et donc, voilà. Et donc ça, tu as remporté dans la première manche, puisqu'on a estimé nécessaire de renvoyer ce policier qu'on a identifié, on l'expliquait de manière assez difficile. Ça a pris du temps d'identifier. Oui, mais les policiers, ça prend du temps, les identifier. Oui, mais imagine-toi, ils ont tous le même uniforme, il y avait plein de symboles identiques sur les casques, il n'y a pas de matricule. C'était quand même un travail assez extraordinaire de cette inspectrice qui, à mon sens, n'a rien lâché. Lui a fait appel. Je pense qu'on va pouvoir avoir un vrai procès dans ce dossier parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a l'instruction. À la fin de l'instruction, on passe devant la chambre du conseil qui, elle, décide est-ce qu'on clôture par un non-lieu, donc on estime qu'il n'est pas coupable, tout s'arrête, ou au contraire, on estime qu'il y a un procès qui doit se tenir. Et donc, c'est pas un procès, la chambre du conseil. C'est vraiment une décision, on appelle ça règlement de procédure. Et là, je veux dire l'importance des images, hein. Parce que bien sûr. sans c'est ça les images, dans ce dossier, bien sûr. Et ça, ils ne savent pas passer à côté. Non, ils ne savent pas passer à côté. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer la séquence où tu réagis suite à une agression d'une jeune fille, tout d'abord, qui l'avait gazée en plein visage. J'espère qu'elle a porté plainte, mais à mon avis, oui, mais bon, voilà. Après, le problème, c'est que les plaintes, c'est comme ITP, et qu'on sait bien que ça n'aboutit que dans certains cas extrêmement graves, et encore, enfin voilà. Donc, cette procédure est précieuse aussi parce que peu de personnes vont jusqu'au bout des choses. Le comité faut-il rappeler le comité P, hein, le comité de vigilance, de surveillance des polices, qui est constitué de policiers. Voilà, c'est un peu comme la JP qui est constituée de journalistes ou les médiateurs de la Comité française qui sont censés faire une médiation et qui sont payés par la Comité française. Tout va bien. Mais peut-être que ce serait différent si ce n'était plus le cas. Effectivement, tu mets quelque chose d'intéressant en lumière. Alors j'ai été arrêté avec mon collègue Daniel aussi. Donc 15 jours plus tôt, le jour de mon anniversaire. C'était 15 jours plus tôt. Oui, c'était le 15 février 2022. Allez. Là, on couvrait le convoi des libertés. On avait été appelé par des gens et on était 3e ou 4e dans le convoi. La voiture balai était devant. Qui, bizarrement, quand la police nous a arrêtés, la première voiture, ils l'ont laissé partir. Parce qu'il y avait un chien. Un chien. Et quand il y a des chiens, on ne sait pas arrêter les gens. Ça, c'est connu. Ils n'étaient pas équipés. Ils n'étaient pas équipés pour les chiens. Donc, ils nous ont retenus 2-3 heures sur la petite ceinture. Et puis, tout d'un coup, le policier s'est dit « Tiens, c'est bizarre, j'entends qu'il y a des embouteillages dans tout Bruxelles. » Bah ouais, évidemment, il n'y avait plus qu'une bande. Et là, après, ils nous ont amenés vers l'héliport, où un pompier qui a filmé parce qu'il était scandalisé, il connaissait Kéros. Et là, ils m'ont mis les menottes et ils m'ont amené avec Daniel à la caserne d'Etterbeek. Où là, je me souviens encore, une journaliste, une jeune fliquette est arrivée et elle voit ma carte de presse et fait « Bah, il y a une erreur ». Je lui dis ouais, peut-être, mais je sais pas, allez voir votre supérieur. Et puis elle revient, elle fait non, c'est normal, elle me dit. Donc je pense qu'ils recevaient leur ordre
D'ailleurs, c'était très difficile, puisque pendant l'arrestation, tu les avais en ligne en permanence. Oui, à chaque fois quelqu'un d'autre, et j'essayais de contacter les supérieurs, mais tout le monde se renvoyait la balle. C'est pas, c'est même pas une surprise. Finalement, on saura qui a vraiment pris la décision. Le procès est en cours, je préfère pas commenter, parce qu'on doit encore se défendre en appel. Mais donc ça, on avait gagné quand même en première instance, ça vaut la peine de le rappeler. Et c'est pour ça que la police fait appel aujourd'hui. Et donc on est au tout début. En fait, il y a tellement de retard devant la cour d'appel de Bruxelles qu'on est sur une liste d'attente. Donc on n'a même pas de date de plaidoirie pour savoir si on plaidera en 2027, 2028. On ne sait pas. L'avantage, c'est qu'on peut prolonger les délais et aménager les conclusions. Ce qui nous... Oui, la police, je me souviens, ils avaient prolongé la carte de presse, normalement c'était fini le 31 décembre, et ils l'avaient prolongé jusqu'au 28 février. Avec une circulaire. Ouais, et je me souviens de ce policier qui en manifestation me dit, de toute façon, toi, le 28, t'as plus ta carte. Donc je pense qu'ils étaient un peu au courant. Il y avait des informations qui circulaient aussi, visiblement, ça c'est évident. Ouais. Et puis il y a le cas Boulpap aussi, qui avait le... Ah non, c'est pas Boulpap, c'est une autre. Cette policière qui avait porté plainte contre moi, commissaire, au CDJ. Toujours, qui a toutes les manifs. Toutes les manifs, j'ai été encore à une manif pro-palestinienne l'autre fois, elle était là aussi, toujours, ils sont toujours à deux, parce que j'étais venu vers elle, je l'avais vu faire des signes à des casseurs, parce qu'il y a quand même des trucs louches à ce niveau-là, et je lui avais dit, mais vous les connaissez, vous êtes en contact avec eux, et je sais pas, j'avais dit autre chose sans doute, j'avais rajouté, elle avait porté plainte contre moi. Oui, dans une interview. En pleine manifestation. Donc, voilà. oui, donc il y a l'intérêt. Il y a des dossiers qu'on oublie. Mais voilà, je pense que je veux encore croire à la justice, même si sans doute que j'y crois moins que toi, mais on arrêterait tout si on pensait que... Je ne ferais pas ce métier, j'y croyais pas. Je te rassure tout de suite, j'ai quand même de bons résultats dans mes affaires. Et tu n'en doutes pas, sinon... Si, c'est vrai qu'on marche souvent sur des œufs, c'est parfois un peu, je veux dire... On se dit, c'est tellement clair que ça devrait être tranché, je veux dire, l'affaire de Woluwe, voilà. Mais en référé, voilà, enfin, après, le motif, c'est une interprétation, mais la justice, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plein d'interprétations possibles et que c'est à nous aussi de faire preuve d'imagination pour convaincre. Mais ici, il y a moyen de faire du droit, on ne prend pas de risque. Il faudrait peut-être penser aussi à créer, on avait essayé à l'époque un pool d'avocats libres qui se disent, qui pourraient peut-être parfois même bénévolat, on peut pas, d'avocats, mais nous aider pour offrir leurs connaissances, leurs services. Voilà, on en a déjà eu d'autres, on va pas les citer. On a essayé, mais le problème, je pense, c'est que dans ce métier, on est tellement peu disponible que finalement, le fait d'à chaque fois remettre des réunions, pas se voir ensemble, compliquait plus la tâche qu'autre chose, malheureusement. Et donc, je pense que c'est bien de collaborer par binôme dans certains dossiers en fonction des spécialités de chacun, que plutôt que former un groupe et partir dans tous les sens. Je crois que ça gagnerait plus en efficacité de pouvoir travailler en binôme, comme je l'ai fait déjà avec Maître Jensen, Maître Scullier. Oui, parce que bon, il y a des choses que je peux pas dire, mais dans mon autre profession, ils ont utilisé les plaintes qu'ils avaient faites en tant que journaliste. Pour mon autre profession, je suis psy, je cache rien, voilà, mais et ils ont utilisé ça pour me décrédibiliser, discréditer, salir, calomnier, et ça a marché au début, quoi. Donc la diffamation, ça c'est le problématique aussi, il y a que 3 mois pour agir. Donc si on n'agit pas dans les 3 mois, plus rien qui est faisable. Et donc ça aussi, une cagnotte nous permettrait de pouvoir rebondir directement et de ne pas hésiter sur les procédures qui doivent être faites. C'est comme les procédures en extrême urgence. C'est pas quelque chose qui coûte très cher, mais parfois, le manque de moyens nous fait hésiter. Là, l'appel sur l'action référée, moi j'ai vu le truc, je dirais qu'il faut faire appel, quoi. Oui, il faut dire aussi que ceux qui nous aideront pourraient faire un listing sur le site de Kairos et sur d'autres réseaux de toutes les actions. Mais si ça intéresse les gens, et de l'évolution. En fait, les jugements sont publics, donc on peut publier une bonne partie. On anonymisera les parties dans certains dossiers, mais je pense que ça a tout son sens de pouvoir suivre les procédures et de pas se dire oui, Kairos demande une cagnotte, pour faire l'aumône. Non, c'est effectivement des questions qui concernent toute la société et où faut se dire, si on n'agit pas et qu'on ne renforce pas, c'est nos droits qui sont en péril et donc. Il faut pas traîner là.
Merci Aude Tang pour tout ce que tu fais. Avec grand plaisir. Et on lâche rien, comme on dit. Surtout, c'est passionnant, hein, donc moi, je suis mobilisée, prête à continuer, mais j'aimerais bien recruter un petit peu aussi et pouvoir vraiment aller au bout des choses. Oui, ce qui se passe pour toi, en tant qu'avocate qui aimerait être aidée, c'est la même chose pour nous en tant que journaliste. Bien sûr. Ça serait bien de pouvoir engager plus de gens Bien et voilà, de pouvoir envoyer d'autres personnes sur le terrain. Donc c'est pareil, c'est une question de moyens aussi. Le temps de retrouver les subsides, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ça, évidemment. C'est le fait qu'ils vous ont coupé cet herbe au pied. Ça serait trop beau de récupérer tout ce qu'ils nous ont volé rétroactivement et de re-rentrer de retoucher de l'argent qui appartient à la population, en fait. Hein. Je rappelle que la RTBF touchait à l'époque 400 millions de subsides. Voilà, donc nos clopinettes, nos petits 70 000 euros, c'était quand même pas énorme. Il pourrait même augmenter l'enveloppe quand on reviendra. Je propose. On demandera au juge de statuer sur ça. Non, mais écoute, il faut comme tu dis, Kairos, rien lâcher, quoi. On lâche rien. Merci, Aude. Avec plaisir.